L'homme est plutôt un homme jeune ou adulte qui vit souvent à la campagne. Il aime le pain car il appartient à l'héritage familial. Sa consommation est presque cérémoniale au sein de la famille et autour de repas traditionnels. Une table sans pain est devenue pour ces consommateurs psychologiquement impossible. Pour lui, il mange de la baguette ou du gros pain. Il refuse les pains spéciaux car pour lui, le vrai pain, c'est le pain simple. Et ensuite, c'est l'hédoniste. L'hédoniste cherche toujours des nouvelles tendances culinaires et des perpétuelles expérimentations du goût. C'est plutôt une femme ou une jeune femme. Le plaisir est au cœur de l'argument alimentaire. L'originalité, l'innovation sont les bienvenues, voire indispensables dans son repas. Le pain traditionnel est vu comme gras et trop masculin. Ces consommatrices préfèrent des petits pains spéciaux et plus esthétiques, à l'allure plus féminine. Le bipolaire est le consommateur qui ne choisit pas entre la tradition et la nouveauté. Souvent, c'est une mère de famille urbaine. Durant la semaine, elle compose le repas suivant un rituel bien établi. Toutefois, le week-end, les repas sont plus fantastiques et des pains divers sont mis sur la table. Ainsi, le pain hit la vie familiale et partagé entre routine et loisirs. Et puis, c'est le nomade. Le nomade est le consommateur plutôt jeune. Sa consommation fluctue en raison de la multiplication de ses repères due à la mondialisation. Le pain n'est plus seulement sur la table, il le transporte avec lui ou le mange sous forme d'aliments à base de pâtes comme les pizzas. Et le déphasé. Le déphasé mange moins de pain que les consommateurs moyens. Le pain pour lui devient psychologiquement l'élément de stabilité. Ce consommateur peut ainsi très bien acheter le pain dans le supermarché ou les fast-foods. Et puis enfin, c'est Léon. Léon est jeune, urbain. Léon est certainement le seul à être totalement détaché du pain. Donc le pain est facilement accessible, il en mangera, mais il n'hésitera pas à le remplacer par les beignets ou d'autres sucreries. Et si la France a eu une longue tradition liée au pain, Taïwan, qui l'a réellement découvert depuis peu, a tendance à l'incorporer dans son alimentation aussi. L'histoire du développement de l'industrie de la boulangerie à Taïwan peut être divisée en 7 étapes. Et première étape, les boulangeries sont très rares, ils font très peu le pain et le gâteau. Deuxième étape, c'est l'arrivée des nationalistes, c'est le KMT, et l'installation du gouvernement nationaliste à Taipei ouvre l'île aux influences européennes et américaines. Troisième étape, l'industrialisation de Taïwan. La boulangerie utilise les premières machines à fabriquer le pain. Et quatrième étape, c'est la période florissante de la boulangerie. Le gouvernement encourage la population à changer ses habitudes alimentaires et à manger des pâtes de blé. Cinquième étape, la boulangerie profite de la mondialisation. Le gouvernement autorise les Taïwanais à voyager à l'étranger et l'emporter des matières premières. Sixième étape, la deuxième génération de boulangers. Le nombre de boulangeries diminue,
la gestion commerciale et la rentabilité deviennent plus importantes. Septième étape, la période de transition. La boulangerie traditionnelle transforme un modèle plus cosmopolite. Se transforme en. Et ainsi aujourd'hui à Taïwan, nous pouvons trouver une grande variété de produits dans les boulangeries. Cette influence est historiquement liée au Japon, puis confirmée par le modèle alimentaire américain basé sur le blé. Ce qui m'amène maintenant à me poser la question du profil de ces consommateurs, d'abord en France, puis à Taïwan. Afin de bien comprendre les profils du consommateur taïwanais et le comparer aux consommateurs français, nous avons décidé de faire une enquête de terrain auprès des consommateurs taïwanais. Nous avons privilégié un questionnaire fermé à choix multiples mis en ligne sur Internet et la question a été divisée en plusieurs sections. Le premier, le profil du consommateur et habitudes de consommation du pain. Deuxième, le consommateur taïwanais et sa représentation du pain français. Troisième, la question de la sécurité alimentaire. « 300 personnes ont répondu au questionnaire mis en ligne et permettent d'avoir des sources de première main suffisantes pour faire une analyse pertinente. Et sur les 300 sondés, 182 sont des femmes, soit 61%, et 118 sont des hommes, soit 39%. Et sur ces 300 sondés également, 11% ont moins de 20 ans et 63% ont entre 21 et 30 ans et 18% ont entre 31 et 40 ans et 8% entre 41 et 50 ans. Et nous constatons déjà que le consommateur taïwanais de pain est majoritairement une femme qui entre 21 et 30 ans. Et si nous comparons avec les profils dressés par Abdunaba, nous remarquons que le consommateur taïwanais type est proche des tonistes français. Et par conséquent, nous avons dès à présent que la théorie d'Abdunaba pourra être utilisée dans une autre recherche plus approfondie sur le consommateur taïwanais. Et si nous schématisons la consommation de pain, nous voyons qu'un tiers achète un pain par semaine, un autre tiers deux pains et un dernier tiers plus de deux pains. De plus, 50% dépensent moins de 100 NT et 50% plus de 100 NT. Avec ces données statistiques, nous constatons que la consommation de pain n'est pas homogène comme en France, mais diffère radicalement un consommateur à autre, probablement à cause du fait que le consommateur taïwanais de pain est non encore une habitude alimentaire. Autre résultat intéressant de cette enquête, les Taïwanais déclarent autant aimer le pain salé que le pain sucré. C'est une information qui diffère du consommateur français, qui conçoit le pain comme un aliment salé et non sucré. De même, le pain a tendance à Taïwan à devenir presque une viennoiserie, ce qui fait que le consommateur taïwanais a une représentation binaire du pain. Le pain qui accompagne le repas est la viennoiserie, tandis que le Français ne voit que le pain qui accompagne le repas. Concernant les défauts du pain français, les Taïwanais énumèrent quelques reproches,
Pour 27%, il est trop cher. Et pour 13%, son apparence est peu attirante. Et pour 11%, son coût est mauvais. Et pour 5%, la durée de conservation est trop limitée. Suite aux scandales de santé publique qui ont fait la une des journaux taïwanais ces dernières années, je souhaiterais terminer cette partie sur l'influence de la sécurité sanitaire